Marianne Guyader, Philippe Grodner et Didier Moatet, bonjour. Ensemble, nous allons débattre de la manière dont on choisit, dont on incarne l'engagement. Marianne, vous êtes dans l'entrepreneuriat familial et de manière cumulative, j'allais dire. Vous exercez des responsabilités en stratégie et RSE pour l'ensemble des entités du groupe Guyader Gastronomie. Oula, créé en 1930. Oula, j'ai le micro. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut venir me remettre le micro. On m'entend ou pas? Ah ben c'est parfait, on va se débrouiller comme ça. Guyader Gastronomie, donc créé en 1930 par votre arrière-grand-père, charcutier, dans la petite ville bretonne de Landré-Varzec. J'ai découvert, moi, cette petite ville, grâce à vous. L'entreprise emploie aujourd'hui 600 salariés, réalise 115 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais aussi et surtout, je peux même dire, vous avez racheté une filiale en 2015, puis vous l'avez émancipée du groupe familial. Cette conserverie, baptisée Groix et Nature, est nichée sur l'île de Groix. Elle salarie 36 personnes et produit 6 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le territoire et au service du territoire. Nous y reviendrons plus tard. C'est un peu l'engagement, d'autant plus particulier d'ailleurs qu'on parle d'une île. Philippe Grodner, vous êtes président donc France et vice-président monde de Family Business Network, on l'a vu en introduction. Je rappelle qu'FBN, ce sont 17 000 membres et 3 000 entreprises familiales issues de 60 pays. Et en France, 2 000 membres et 300 entreprises. Et pendant 30 ans, vous avez donc dirigé le groupe familial de lingerie haut de gamme, Simone Perel, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 000 collaborateurs. Et aujourd'hui, vous participez encore au conseil d'administration. Enfin, Didier Moatet, vous êtes directeur général de Banque Palatine, l'une des briques de BPCE qui emploie 1000 salariés. Elle est dédiée à la banque privée, aux dirigeants d'entreprise et en particulier aux ETI, dont on sait qu'une grande partie est composée de groupes familiaux. Mais je précise quand même que pendant 2 siècles, jusqu'en 1981, Banque Palatine était une banque familiale qui portait le nom de son créateur, Charles Verne. Peut-être d'ailleurs en reste-t-il quelque chose, on le verra dans la sensibilité de votre établissement pour les entreprises familiales. Mais d'abord à tous trois, et vraiment en un mot, si c'est possible, que vous inspire l'engagement lorsqu'on parle d'entreprise familiale? Je commence avec vous, Marianne. Quand on préparait l'entretien, vous me disiez que l'engagement, selon vous, ce ne sont pas des mots, mais ce sont des actes. Est-ce que vous pouvez préciser, justement ? Oui, tout à fait. C'est vrai que Groix et Nature s'est construit justement à travers le projet et les valeurs que portait mon père Christian au sein de Guyader Gastronomie. Et au-delà des mots et des valeurs qu'il pouvait transmettre au sein de l'entreprise, il voulait vraiment monter ce projet d'entreprise insulaire. Donc c'était déjà très typique. Et c'est vraiment passé par un engagement, par des actes avec la création de cette conserverie. Donc chez nous, c'est quelque chose de très ancré. L'engagement va avec des actes, va avec des projets pour faire avancer l'entreprise. Merci. Philippe, vous, alors, c'est l'envie d'avoir envie, on pourrait presque paraphraser John Hallyday. Oui, c'est l'envie d'avoir envie parce qu'au contact de tous les jeunes qui sont dans notre association, nous avons eu une population d'environ 600 jeunes qui ont entre 20 et 30 ans et que nous aidons à réfléchir sur leur engagement, le sens de leur engagement. Le philosophe que vous avez invité tout à l'heure nous a magnifiquement décrit cette notion de sens et d'engagement. On voit que chez ces jeunes, donner un sens à leur engagement professionnel est extrêmement important. Donc nous aidons au FBN à réfléchir à cet engagement, c'est-à-dire par rapport à plein de paramètres. Bien sûr, on a évoqué rapidement la transition écologique, mais il y en a plein d'autres. Le mécénat, la philanthropie est un paramètre souvent important. L'engagement territorial, c'est votre cas, je pense, est également important. Voilà, donc nous aidons tous ces gens à avoir envie d'avoir envie. Voilà. Didier ? Peut-être juste une précision. Sensibilité, bien sûr, il nous reste cette sensibilité de 2 siècles d'existence. C'est même tout le modèle. Nous nous considérons comme une maison de banque et nous sommes les héritiers de ces 2 siècles d'existence et de banque familiale. Alors moi, pour faire le lien avec Family Business, j'associerais ça avec le temps long et la notion de responsabilité. Le fait d'avoir des entreprises qui gèrent évidemment le temps court, c'est le commun de toutes nos entreprises, mais également qui inscrivent leur action dans le temps long avec des familles, des entreprises qui finalement inscrivent leur action au-delà de leur propre période et inscrivent leur action dans le temps long. Et derrière cette responsabilité le temps long, c'est le premier élément nourricier de l'engagement. Engagement d'assurer la pérennité de l'entreprise et puis une pérennité qui dépasse le cadre de l'entreprise dans lequel on va trouver des moteurs, des actions d'engagement.
Marianne, je commencerai par vous, ce tour de table. On évoquait tout à l'heure avec Charles Pépin la capacité de résilience des entreprises familiales, d'ailleurs sans jamais nommer le mot résilience, mais c'était au cœur finalement d'une partie de notre échange. Et on peut dire que les drames n'ont pas épargné votre famille. Votre arrière-grand-père se noie alors qu'il est en mer, parti en pêche, j'imagine. Votre grand-père décède alors que votre père Christian n'a que 13 ans. Et c'est votre grand-mère, qui était couturière de métier, qui reprend le flambeau. Ces accidents de vie ont-ils teinté finalement la nature de votre propre engagement et bien sûr la nature de l'engagement de votre père? Oui, sans aucun doute. C'est mesurable, c'est palpable, mesurable. Non, mais quand on parle de temps long, c'est ça aussi une entreprise familiale. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans plusieurs générations, on s'inscrit dans un modèle d'éducation aussi. J'ai passé beaucoup de temps petite dans l'entreprise parce que j'aimais y être, j'aimais voir, comprendre comment ça se passait. Et je pense que mon père a eu le même parcours. Donc effectivement, on a un modèle qui est totalement différent, qui est presque viscéral en fait. Ça fait partie de ce qu'on porte depuis l'enfance. Et après, il faut pouvoir s'inscrire en apportant aussi une nouveauté, un projet, et de voir aussi un petit peu dans cette notion de temps long toutes les nouveautés qu'on peut apporter dans l'entreprise. Comme beaucoup d'entrepreneurs, comme dirigeants d'entreprises familiales, vous êtes très investis dans le tissu associatif local. Est-ce que c'est un devoir? Et si je vous parle de devoir, parce que vous exercez sur une île, on imagine que chaque activité, chaque emploi compte. Est-ce que vous ressentez cette notion de, plus que de responsabilité, presque de devoir à l'égard du territoire local? Alors effectivement, dans le cas de Groix et Nature, une île, c'est un territoire qu'il faut protéger. Économiquement, d'un point de vue aussi environnemental. Donc effectivement, quand on se dit un emploi insulaire, c'est une famille, c'est une place à l'école. Donc il y a tout un projet global. Et chez Groix et Nature, on ne parlait pas de RSE initialement, mais on parlait vraiment d'engagement de proximité. Et c'était ça pour nous, l'engagement de proximité. Et en tant que chef d'entreprise, je crois qu'on a un rôle sur le territoire, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est très important, encore plus aujourd'hui, tout cet attachement que l'on peut avoir sur les territoires où on se situe. Vous parlez de temps long. Tout à l'heure, on évoquait la période de grande tempête, il y a quelques semaines. Et effectivement, l'activité, non pas s'arrêtait, mais en tous les cas, on ne pouvait plus faire de traversée du continent vers l'île. Vous parlez à l'instant de temps long. Ça veut dire que vous êtes quand même, votre activité est extrêmement liée, conditionnée même à la météo, aux ressources naturelles également. Ça change quoi dans la manière d'appréhender justement un sens? On évoquait la notion de sens. Comment vous imprimez cela dans le sens de l'entreprise? Alors oui, ça demande une anticipation déjà, parce qu'on vit au rythme des bateaux. Donc avec la tempête qu'on a eue dernièrement, nous, le bateau n'est pas passé pendant plusieurs jours. Donc c'est d'anticiper pour pouvoir continuer à travailler à la conserverie. C'est un premier point. Et puis de travailler des produits de la mer. Bien évidemment, il y a cette notion d'engagement vis-à-vis de nos produits. On travaille du vivant, donc d'avoir un regard toujours sur ces poissons, sur ces crustacés que l'on travaille. Et on a, nous, un engagement et un travail très fort par rapport au sourcing de nos produits. Travailler au local, on travaille des ormeaux de Groix, des moules de Groix, on a des engagements vraiment auprès de nos côtes. Et c'est aussi une façon pour l'entreprise de prouver son engagement vis-à-vis de ses parties prenantes. C'est au sein de l'entreprise, et quand je parlais tout à l'heure à l'extérieur de l'entreprise, c'est aussi cette relation de confiance avec nos fournisseurs, avec nos clients, pour vraiment avoir des actes sur les valeurs que l'on souhaite défendre. Cette relation entre l'entreprise familiale et le territoire, elle peut se dissoudre presque brutalement lorsque l'entreprise est cédée. On peut parler, Philippe, à ce moment-là, de désincarnation, de risque, pardon, pas systématiquement, bien sûr, de désincarnation. Oui. Alors, c'est complètement lié à ce que vous disiez sur l'ancrage régional. Quand une famille est propriétaire d'une entreprise dans une région, même si elle n'est pas insulaire, ça veut dire un engagement sur le long terme. Ça, on l'a déjà dit. Mais au-delà de ça, je prends souvent l'exemple qui est très simple. C'est celui d'une famille qui, pour une raison
X ou Y qui peut être une raison, par exemple, de conflits familiaux, non pas de bonne santé de l'entreprise, parce que souvent, l'entreprise peut changer de main, non pas pour des raisons de business, mais pour des raisons parfois de conflits ou de désaccords entre actionnaires. Imaginez la même entreprise, peu importe où elle est basée en France, qui a 50, 100 salariés, peu importe, et qui est vendue, alors n'y voyez pas une critique, mais à un fonds d'investissement basé à Singapour ou à Chicago. Je ne suis pas sûr que les 50 salariés qui sont basés, eux, à Pau, à Lille ou à Strasbourg vont être regardés de la même façon de Chicago ou de Singapour qu'ils étaient regardés par leurs actionnaires quand ils étaient familiaux et issus du bassin d'emploi. Et à une époque où nos politiques parlent beaucoup de revitalisation de nos régions, je pense qu'il est important de valoriser nos entreprises familiales parce que cet ancrage régional est un paramètre essentiel dans cette vitalité et dans la préservation de tout un écosystème local. Alors, il peut être insulaire ou pas, et c'est très important que l'ensemble de nos politiques et l'ensemble de nos décideurs, plus généralement, sachent que l'entreprise familiale est porteuse de valeurs et donc d'engagement là-dessus. Didier, ce que nous évoquons là, ces obstacles, ces risques, comment les intégrez-vous, vous, au moment de conseiller justement les héritiers ou l'entreprise familiale, y compris les actionnaires, on y reviendra juste après, pour les conseiller sur leur stratégie d'avenir? En cas de cession, parce que c'était un peu la question, d'abord... Si l'hypothèse se pose, en fait. Mais bien sûr. Alors d'abord, c'est un sujet absolument clé, un peu stratégique. On a aujourd'hui 25% de nos ETI qui sont à capitaux étrangers. Et on a évidemment une dimension qu'on intègre, nous d'ailleurs, dans notre propre réflexion sur la raison d'être de la Palatine, que de participer au fait d'avoir des ETI plus nombreuses toujours et plutôt françaises qu'étrangères. Une cession, a fortiori une entreprise familiale qui s'inscrit dans le temps long, c'est une rupture. Avec un défi pour le repreneur essentiel, parce que c'est une rupture précisément dans ce temps long. Et derrière le temps long, c'est quoi? C'est un des éléments, un des marqueurs forts de nos entreprises familiales, c'est la cohérence entre les valeurs que vous rappeliez, valeurs d'entreprise, la doctrine managériale, si je peux dire, qui s'applique, et puis la vision stratégique. Pardonnez-moi, Didier, excusez-moi. Là, on évoque justement le thème, c'est l'engagement. Peut-on parler d'échec de l'engagement lorsqu'il y a cession, justement, dans ce cadre-là? Échec de l'engagement. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'échec quand il y a une cession. Il y a plein de cas, de situations qui peuvent expliquer l'échec d'une cession. Je parlerais plutôt de défi pour le repreneur que de réinstaller cette cohérence, que de réinstaller cette vision, parce que derrière réinstaller la vision et d'avoir un projet, il y a évidemment l'adhésion des partenaires, commencer par les partenaires financiers qui doivent s'inscrire dans cette vision, dans cet accompagnement. Et puis j'imagine qu'on va y revenir, parce que ça fait le lien tout particulier avec l'engagement, c'est évidemment le corps social, ce sont évidemment les managers d'entreprise. Et dans le cas d'une cession a fortiori, d'une reprise a fortiori d'une entreprise familiale, embarquer le management, embarquer tout le collectif des salariés, c'est sans doute le premier facteur clé de succès. Vous faites le constat qu'en France, les entreprises familiales ont peut-être une propension plus élevée qu'à l'étranger d'être vendues, de se vendre? Non, pas les entreprises familiales. Entreprises familiales de plusieurs générations, on a plein d'exemples, encore une fois, au contraire, elles s'inscrivent dans ce temps long et c'est une des grandes forces d'avoir une densité de plus en plus grande d'entreprises familiales en France comme on peut l'avoir en Europe. Par contre, c'est vrai, c'est plutôt un fait de société de constater, beaucoup de grands économistes y reviennent, sur quand on essaie d'analyser le nombre encore trop faible d'ETI en France, 5500 ETI, quand on se compare aux 12 000 en Allemagne ou 10 000 en Italie, c'est de considérer que dans cette période qui vient de se fermer, d'argent gratuit, derrière l'argent gratuit, des valorisations qui ont été très élevées, et on a effectivement eu, c'est un peu partout en Europe, mais sans doute plus vrai en France, toute une génération de chefs d'entreprise qui ont réussi, et ce n'est pas un échec, c'est une réussite, et qui ont effectivement eu plutôt la tentation, qu'on peut comprendre, d'ailleurs une pleine page dans le Figaro d'aujourd'hui, sur le fait de réaliser cette création de valeur dont ils étaient à l'origine. Vous amenez une entreprise à 30-40 millions de chiffre d'affaires, 30-40 millions d'euros de valorisation, et plutôt que de la transmettre, ce qui est encore une fois un marqueur de nos entreprises familiales, vous la cédez.
Et ça, effectivement, on considère que ça fait partie, alors entre autres raisons, coût de transmission, tous les sujets qu'on connaît bien et qui sont des obstacles à la transmission de nos ETI, c'est sans doute un élément qui a expliqué en tout cas le retard pris sur ces 10 ou 15 dernières années. Alors, on confine souvent la réflexion, on confine souvent aux dirigeants, justement, d'entreprises familiales, la réflexion sur l'engagement. J'aimerais qu'on parle des actionnaires familiaux. La nature de leur engagement est-elle singulière, est-elle particulière par rapport justement aux dirigeants ou aux salariés? Oui, tout à fait, Denis. Je voudrais insister d'ailleurs sur ce point. Il est pour moi extrêmement important. On a déjà dans ce milieu d'après-midi pas mal abordé les sujets liés à la transmission. Transmettre, ça veut dire quoi? Alors, je ne suis pas philosophe, mais on transmet des actions, soyons concrets, donc on transmet du capital et on transmet du savoir-faire, on transmet du management. Il faut, dans l'esprit du transmetteur, distinguer les deux. Je crois que c'est très important. Une entreprise familiale, c'est d'abord un ensemble d'actionnaires responsables, solidaires, cohérents, qui partagent une vision, qui ont énormément de pouvoir, mais surtout beaucoup de devoirs, plus que de dû. Par contre, les managers, si la famille a la lucidité de juger qu'il n'y a pas au sein de la famille quelqu'un à la hauteur pour prendre la suite, alors là je parle plus dans le cas des ETI ou des grands groupes, mais même parfois dans certaines grosses PME, il faut savoir être lucide pour dire, vous savez, vous entendez dans les dîners en ville les gens dire, personne ne veut reprendre chez moi, donc je vais vendre mon entreprise. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner, si je peux me permettre. Le raisonnement, c'est de dire, mais vos enfants, vous pouvez les former au statut d'actionnaire responsable et ils vivront leur vie. L'un veut être chirurgien, l'autre veut être avocat, le troisième, que sais-je. Eh bien, très bien. Mais en même temps, vous pouvez les former au statut d'actionnaire responsable. Et vous irez chercher un manager à l'extérieur qui vous accompagnera, qui partagera les valeurs et que, parce que vous êtes un actionnaire impliqué, saura suivre vos directives. Marianne, que vous inspire ce que disent simultanément Didier et Philippe, notamment sur le rôle, bien sûr, de l'actionnaire, mais sur l'enjeu aussi parfois de céder, la réflexion que l'on peut avoir sur la manière de pérenniser ou de vendre, comment impliquer l'ensemble de vous. Vous avez des sœurs aussi, comment réagissez-vous à ça? Alors, je partage la réflexion, évidemment, parce qu'on l'a eu avec mon père il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai 2 petites sœurs. Ça n'a jamais été un faux sujet chez nous et on a fait une transmission assez longue dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'une transmission réussie, parce que dans une transmission, il y a la personne qui cède et il y a la personne qui achète. Et que ce soit pour le père, la mère, enfin le parent ou les enfants, c'est un cap à passer pour chacune des générations. À la fois pour le parent qui vend son bébé, en quelque sorte, et puis pour l'enfant qui rachète en ayant des aspirations, des rêves et une envie d'une continuité d'entreprise. Donc nous, ça s'est inscrit dans le temps avec des échanges. Il n'y avait pas de faux sujets. On en a parlé aussi avec mes sœurs. Et je dirais que chez nous, ça s'est bien passé justement parce qu'on a pris le temps. Que ce soit mon père ou moi, de se projeter dans ce futur. J'évoquais en introduction avec Charles Pépin, je vous citais justement à propos de la liberté que l'on accorde, que l'on se donne lorsqu'on est fille ou fils d'eux. Et vous me disiez que finalement, vous, cette liberté, vous l'aviez eue parce qu'on vous avait donné le choix de ne pas vous engager dans l'entreprise familiale. Et c'est cette liberté, c'est à partir de cette liberté que vous avez décidé de vous engager. Oui, j'ai jamais ressenti aucune pression m'imposant ou me dictant d'entrer dans l'entreprise. D'ailleurs, j'ai travaillé dans d'autres entreprises avant et je suis plutôt revenue parce que on parle du moment, mais c'était le bon moment. J'en avais très envie pour des raisons de personnelles, pour des raisons de valeur. C'était le moment d'entrer dans l'entreprise. Et pour l'entreprise, ce n'était pas moi qui rentrais, c'était un poste qui était ouvert. Et on parle tout à l'heure, quand on dit aussi le rôle. Je pense que c'est important de se positionner avec une vraie valeur ajoutée en tant que personne dans l'entreprise. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, je rebondis sur ces propos. Je suis complètement d'accord. Dans notre famille, on a fait exactement pareil. C'est-à-dire moi qui suis d'une génération plus avancée que la vôtre, on a dit à nos enfants, il n'y a aucune obligation.
votre vie professionnelle, c'est vous qui devez la choisir. C'est pas nous qui la choisirons pour vous. Et vous n'avez aucune obligation à reprendre l'entreprise. On trouvera d'autres solutions, justement, séparer actionnariat et management s'il faut, ou d'autres solutions. Et en fait, ça a été un choix naturel et non pas un choix imposé. C'est très important dans les familles parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de mener leur vie, de donner un sens à leur engagement, et donc il ne faut pas leur mettre la pression. Une petite question Didier juste avant. Je vais faire rebondir. Juste, je rebondis Oui. sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que chef d'entreprise, c'est un métier passionnant, c'est un métier prenant, c'est un métier engageant, et il faut avoir cette envie, en fait. Et je crois que ça résume ce que vous avez fait dans votre propre famille, et ça doit vraiment venir de la volonté d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Une petite précision, comment se manifeste au fond de soi ce moment où on prend conscience qu'on a envie justement de poursuivre l'aventure? Vous vous souvenez de cette prise de conscience? Moi, j'ai toujours joué à la marchande. Donc, en fait, quand j'ai fait des études, j'avais toujours un petit coin dans ma tête de me dire j'aime quand même beaucoup le commerce, j'aime beaucoup l'agroalimentaire. Et finalement, d'avoir fait des études, d'avoir vu autre chose, et je pense que c'est hyper enrichissant, important de se construire et de vivre des échecs personnels, professionnels, pour recalibrer le projet sur lequel on souhaite se positionner, sur lequel on pense vraiment à avoir quelque chose en termes de valeur et d'envie. Et ça, c'est un projet qui s'est allumé, je pense, très tôt dans mon cas, mais qui était un petit peu au fond, parce qu'il y a cette étape de se dire « ok, j'y vais », qui peut faire un peu peur, parce qu'on sait qu'elle est engageante au titre de l'entreprise, mais pour le coup au titre personnel. Didier, vous le voyez, vous saisissez auprès de vos clients ce moment où certains vous disent « là, c'est le bon moment, je veux y aller moi-même ». Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il ne faut pas opposer la vision transmettre à ses enfants et ou passer les commandes à un manager. La réalité, en fait, celle du quotidien, elle est beaucoup plus hybride et en plus, elle peut avoir des séquences dans le temps. Aujourd'hui, je confie partie de la responsabilité de la direction générale à un manager, et puis demain, pour une autre génération, c'est pour le coup la famille qui reprendra le contrôle. Donc je crois que le vrai fil rouge de tout ça, j'y reviens, c'est le sens de la responsabilité. La responsabilité qui est incarnée par l'actionnariat familial, et la responsabilité ultime, qui est d'ailleurs celle de tout dirigeant, mais en particulier de nos actionnaires familiaux, c'est la pérennité de l'entreprise. La pérennité, la responsabilité de la pérennité, comment je l'assure? Est-ce que je l'assure en confiance, en transmettant les rênes à ma famille? Est-ce que je la transmets en conscience à des managers différents qui vont participer du succès de l'entreprise dans le temps? Ou au contraire, j'ai tout à fait dans ma famille. Voilà le type de réflexion qu'il faut avoir en permanence pour assurer la pérennité de la boîte, qui est à la fois le premier objectif, première obsession, premier marqueur fort, encore une fois, de nos entreprises familiales. Mais la pérennité peut passer par la cession, justement. Parfois, on peut se retrouver soi-même ou au sein de sa famille, ou en se disant, tiens, je sens que l'avenir de l'entreprise, sa solidité passe par une cession. C'est aussi une hypothèse. Pour le coup, je vais renvoyer à nos intervenants, mais là, pour le coup, c'est un déchirement. C'est pas un mal. C'est pas un mal. Si, effectivement, la finalité, c'est d'assurer l'emploi, la pérennité d'une marque, d'une entreprise, parce que finalement, ça dépasse le cadre propre de son entreprise, et que la réussite passe par l'acceptation de ce dépassement, là, pour le coup, on est sur un vrai choix actionnariat familial et un vrai choix de responsabilité. Ça peut être effectivement, et on le constate... La sagesse, c'est parfois de savoir qu'on a des compétences limitées. J'aimerais qu'on conclue, il nous reste 7-8 minutes, sur le goût d'entreprendre, parce que l'engagement est indissociable du goût d'entreprendre. Alors, en France, on a fait des progrès, on sait qu'on avait un vrai retard, mais il reste encore du chemin à parcourir. Avez-vous des pistes, vous? Alors, on parle beaucoup bien sûr d'éducation, mais pas seulement. Que faire pour régénérer, justement, ou pas régénérer, mais pour entretenir ce goût d'entreprendre? Ouais, un vaste sujet en 7 minutes. Je serais peut-être un peu moins négatif que vous. Je pense que le goût d'entreprendre, il va de manière croissante aujourd'hui. On a beaucoup de chefs d'entreprise, enfin d'entrepreneurs. Ce que je disais, on a réduit justement les écarts. Absolument, et je pense que c'est même un marqueur de notre société du moment, d'avoir beaucoup d'entreprises, et que notre sujet, il est moins... même si évidemment c'est notre quotidien, et en particulier pour nous, la Palatine, d'accompagner ce mouvement, d'avoir plus d'entrepreneurs que de leur permettre d'accéder à cette fameuse taille critique d'ETI aujourd'hui de demain. Le sujet principal, et celui d'ailleurs auquel on s'attelle, c'est le plan Nation ETI, c'est Étincelle, c'est toute la vocation d'ailleurs de cette maison,
palatine, c'est d'accompagner cette trajectoire pour rendre possible à des entreprises familiales de première, de deuxième génération de devenir des entreprises plus grandes et en étant plus grandes, que ça réponde au premier objectif, hein, la pérennité de cette boîte. Pour moi, le chemin à construire, il est plutôt sur cette trajectoire que de faire émerger de nouveaux entrepreneurs. Vous souscrivez, Philippe, à ce que vous dites? Oui, je voulais juste ajouter un mot, Denis. À nouveau sur la transmission, effectivement, aucun père, aucune maman bien constituée n'a envie de transmettre si on pense que le bébé est en mauvaise santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si l'entreprise n'a pas d'avenir ou s'il n'y a pas une vision stratégique forte, solide, dans lequel les deux générations, je veux dire, la génération transmettante et la génération recevante, ont envie d'aller de l'avant, personne n'a envie de s'en être. Donc la cession, c'est pour moi quand même un constat d'échec, parce qu'il y a plein de solutions pour pérenniser l'entreprise, même, comme je le disais tout à l'heure, et vous le disiez aussi, Marianne, il faut laisser l'envie d'abord, après envie, compétence, bien sûr, et légitimité. Et puis il y a une autre obligation dont on a peu parlé là, mais j'aborde très rapidement. C'est quand même que toute famille entrepreneuriale, elle a un engagement vis-à-vis de ses collaborateurs. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On se sent tous, ici, je pense, autour de cette tribune, très engagés vis-à-vis de nos salariés et de l'ensemble des parties prenantes. Et la réciprocité est vraie aussi? C'est-à-dire que vous sentez que les salariés ont aussi un devoir, parce que une responsabilité, voire un dans une famille devoir entrepreneuriale, vous avez un actionnaire qui est incarné. Et l'incarnation de l'actionnariat, pour le collaborateur, c'est extrêmement important parce qu'il y a cette proximité. Jean-Man le disait, il a 8000 collaborateurs. Les 8000 n'ont pas forcément son numéro de portable, mais malgré tout, ils savent qu'il y a une famille derrière et que la famille va tout faire pour alors il y a eu l'exemple du Covid, on peut multiplier les exemples, pour tout faire pour défendre leurs salariés et donc par là la santé de l'entreprise. Et donc là, il y a un engagement très fort. Marianne, vous ressentez de la part de vos 36 salariés sous cette petite île de Groix, justement, à votre égard, un sens de la responsabilité particulier? Parce que vous donnez... Oui, mais alors, je crois que cette notion d'incarnation, c'est vrai qu'elle est importante en entreprise familiale et qu'il y a autant de modèles d'incarnation que d'entreprises familiales. Donc ça fait beaucoup. Et je pense qu'il faut simplement être à l'aise avec ce que l'on souhaite incarner et ce que l'on souhaite porter. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être entourée par une équipe de passionnés qui m'a beaucoup portée avant que je devienne chef d'entreprise. On a beaucoup appris mutuellement, parce que j'ai travaillé quasiment 10 ans dans l'entreprise avant de la racheter. Et c'est un chemin qui est très vertueux et qui permet d'avoir un engagement réciproque qui est très fort. Et ce goût d'entreprendre, vous le partagez justement avec les salariés, et pas seulement chez Groix, pas seulement dans votre structure, mais dans l'ensemble du groupe justement, parce que c'est pas la même taille. Oui, mais je pense que quand on commence à entreprendre, c'est passionnant, c'est stimulant, c'est engageant. On parlait tout à l'heure de la vie aussi en dehors de l'entreprise, que ce soit à travers différentes structures dans lesquelles peut interagir le chef d'entreprise. Donc on entreprend quotidiennement à différents niveaux, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit à l'extérieur, pour le territoire, mais en tout cas pour défendre nos valeurs et nos engagements. C'est le moment de conclure. Je vais commencer par vous, Philippe. Est-ce qu'on peut, en résumé, dire en matière d'engagement, les entreprises familiales ont de vrais atouts, des atouts singuliers, mais rien n'est acquis? Absolument. On peut le dire et surtout le faire savoir, parce qu'il y a parfois des contre-vérités qui peuvent régner sur ce monde des entreprises familiales, et la réalité d'aujourd'hui avec la vitesse des transformations, ce qu'on n'a pas le temps de tout évoquer évidemment cet après-midi, mais je pense à la transformation digitale, je pense à la transition écologique, je pense à beaucoup de sujets. Et les familles actionnaires sont très lucides là-dessus. Je pense aussi à comment attirer des talents, parce que vous ne nourrissez pas une entreprise familiale qu'avec des membres de la famille. Il faut sortir de ces vieux clichés complètement ridicules qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui, puisque si vous êtes entouré de gens peu compétents, vous allez peu de chances que l'entreprise vous survive. Donc il faut de la passion, et il faut cette conviction, cette vision, on l'a dit, et surtout laisser du temps au temps. Et ça, ce serait mon mot de conclusion. Laisser du temps au temps, Marianne l'a dit, une transmission, ça se prépare. Il faut 5 à 10 ans. Voilà. Laisser du temps au temps, Didier?
C'est une bonne formule aussi. Oui, absolument. Et en même temps, pardon. Vous l'appliquez à... On vit un moment, quand même, vous venez de l'évoquer, transition écologique, transition énergétique, réindustrialisation du pays, quête de souveraineté. Tout ça, ce sont des occasions très importantes pour nourrir une stratégie, une vision, une raison d'être. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué assez dans ce court débat sur l'engagement et s'engager. Travailler avec une raison d'être, de l'utilité, au-delà de l'utilité de sa propre entreprise, mais de l'impact qu'elle peut avoir, c'est évidemment un sujet dont on voit les entreprises familiales tout particulièrement s'emparer. Et c'est évidemment un magnifique sujet aujourd'hui pour ces actionnaires familiaux et a fortiori pour tout le corps social, parce que c'est un magnifique levier de cohésion interne dans ce moment que nous vivons. Marianne, pour conclure, comment trouver le temps au temps dans un moment, dans une époque où les bouleversements sont absolument gigantesques et surviennent comme ça dans une accélération phénoménale. Comment faire ? Je pense que structurellement, les entreprises familiales ont une capacité, dans un monde où tout va vite, à arriver à prendre des décisions aussi peut-être plus rapides et à engager des projets d'une façon plus court terme pour rebondir. Donc ça veut dire qu'on demande aujourd'hui beaucoup aux entreprises, on demande une performance globale, une performance en termes d'innovation produit, une performance en termes d'expérience client, une performance culturelle par rapport aux engagements vers l'entreprise, une performance RSE, enfin il y a toute une globalité et des attentes qui sont très fortes. Et par rapport à toute cette notion d'engagement, il me semble que l'avenir pour les entreprises familiales est vraiment porteur de sens parce qu'on a cette volonté intrinsèque à aller vers ces sujets, donc à les porter pour pouvoir continuer et qu'il y ait de nouvelles générations après nous qui fassent perdurer l'aventure. Marianne, Philippe et Didier, je vous remercie pour ce tour de table. Merci à vous.